Merci Bruno, je vais te proposer à Annette de venir au pupitre. Donc, je laisse la parole pour la question quelle politique pour les personnes en situation de handicap. Oui, alors d'abord vous dire, d'abord merci d'avoir associé l'URIOPS à cette réflexion partagée avec vous. Alors, je vais partager avec vous une réflexion qui est teintée de deux approches, puisque je suis présidente de l'URIOPS et je suis présidente du centre Hélène Borel à Rameaucourt, qui accueille des personnes en situation de handicap physique. Ce qui donne peut-être, d'ailleurs, sur les questions que nous avons évoquées, une couleur un tout petit peu différente. On sait combien la militance des personnes en situation de handicap physique, portées par des personnalités comme Marcel Nuss, portées par l'APF, ont été de longue date des militants de l'inclusion. Voilà. Et peut-être, d'ailleurs, aurions-nous à dire que, allez, on va faire le constat, ça ne va pas. Mais ça ne va pas par les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire, ça ne va pas du côté des personnes qui, de par leurs compétences, leurs souhaits et leurs droits, souhaiteraient bénéficier d'une vie la plus ordinaire possible, dans les milieux les plus ordinaires possibles. Et à l'autre bout de la chaîne, les personnes en très grande difficulté pour lesquelles on ne trouve pas de solution. Et donc, on voit bien que ce qu'il convient aujourd'hui de porter d'un point de vue politique, c'est la question, alors je vais le redire comme ça, des deux bouts de la chaîne. Alors, elle est portée au niveau de l'URIOPS. L'URIOPS, c'est un acronyme épouvantable, c'est l'Union régionale interfédérale des organisations privées sanitaires et sociales. Si je le dis de manière plus simple, c'est le secteur à but non lucratif. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire le secteur à profit social. C'est ça que disent les Belges. Eh bien, je trouve que c'est quand même nettement mieux. Alors, l'objet de l'URIOPS, il est triple. Le premier, c'est le plaidoyer. Et c'est le plaidoyer par rapport aux besoins et à l'intérêt des personnes. Plaidoyer avec les pouvoirs publics. Vous avez raison, monsieur, de dire qu'aujourd'hui, on est dans une construction d'un système d'emboîtement entre l'État, les régions et les départements qui est complètement délétère. Alors, l'interpellation du national, c'est l'UNOPS. L'URIOPS interpelle le régional et le départemental. Le deuxième objet de l'URIOPS, c'est la co-construction, c'est-à-dire, à partir de ce que nous percevons, tenter d'engager le débat et le plaidoyer avec les pouvoirs publics dans une perspective de co-construction, en représentant globalement un mouvement associatif. Et puis, le troisième point, c'est l'accompagnement des associations par rapport à un certain nombre de services, et notamment d'éclairage sur les situations. Je vais reprendre quand même un peu, parce que je pense que nous avons besoin, dans nos associations, d'être suffisamment éclairés sur ce qu'ils jouent du point de vue des pouvoirs publics. On a beaucoup parlé de Séraphin PH. Moi, je connais plein d'associations qui se sont engagées, alors je ne vais pas dire la fleur au fusil, mais presque, par rapport à Séraphin PH, puisque c'était un projet intéressant de gestion et de contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'avec ça, on était capable d'identifier un peu un certain nombre de choses. Et on n'a pas vu les effets pervers du dispositif. Et donc, je crois qu'il y a un véritable besoin d'éclairer et les associations, leurs dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs les dirigeants politiques ou les dirigeants gestionnaires, c'est-à-dire les directeurs, sur aujourd'hui une connaissance méticuleuse des politiques publiques, de leurs effets positifs et de leurs effets paradoxaux. Donc voilà un peu sur ce qu'est l'URIOPS. Alors, j'avais intitulé mon propos « Comment sommes-nous arrivés là ?» Parce que quand même, on démarre d'une histoire entre les associations et les pouvoirs publics, vous l'avez rappelé, du contexte, une vraie militance dans votre domaine, la militance des parents, dans le domaine des personnes handicapées physiques, la militance des personnes concernées, où on arrivait peu ou prou à bousculer les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a changé de mouvement. D'ailleurs, Bruno Lombardo disait tout ce qu'on nous a imposé, c'est-à-dire on est arrivé dans le descendant. Ça part du monde et ça s'impose à nous. Et par rapport à cette idée, parce que quand tout ce qu'on nous a imposé, eh ben tout qu'on fait, on l'a imposé aux personnes concernées. Et donc on voit bien que, alors j'ai essayé de reprendre, un peu comment on en est arrivé là, pour essayer de trouver les voies de remédiation. Parce que quand même, il faut bien qu'on essaie de lutter un peu. Alors,
Et j'ai essayé d'identifier, enfin j'ai pu identifier 4 fautes politiques. La première, vous l'avez rappelé, c'est la négation de l'histoire. C'est-à-dire, et vous avez repris toute l'histoire des mouvements, et notamment du mouvement parental, dans le domaine, par exemple, de la psychiatrie. Les premiers qui ont tenté une inclusion à marche forcée, c'est la psychiatrie, c'est l'expérience de Basaglia, dont on a vu les effets extrêmement péjoratifs pour les personnes, certaines en sont mortes, et dont on a vu les effets très délétères pour la psychiatrie elle-même. La déshérence de la psychiatrie aujourd'hui, c'est pour partie l'histoire de la construction d'une psychiatrie hors les murs auquel on n'a pas donné les moyens. Donc si on accepte cette idée-là, comment nous allons-nous veiller dans cette transition qui est la nôtre pour exiger les moyens d'une évolution? Donc ça, c'était la première chose. La faute liée à l'histoire. La deuxième faute, elle est stratégique. C'est-à-dire que on voit bien qu'on est dans le défaut total de prise en compte d'une réalité. On manque terriblement d'observatoire de la réalité des personnes et de la réalité d'ailleurs de ceux qui s'en occupent. Et on est dans le discours et dans la représentation des besoins de l'autre. Je pense qu'il est, et en effet, le propos de Monsieur Costur était extrêmement marquant et sans doute extrêmement émouvant. Mais cette réalité-là, comment la faire partager aux politiques? Et vous avez raison. Comment la faire partager à ceux qui ont besoin de savoir, c'est-à-dire le grand public? Nous manquons terriblement de communication avec le grand public sur la réalité, ça a été évoqué. La troisième chose que je voudrais évoquer du point de vue de la faute politique, la faute stratégique, c'est que le sujet, quand même, Bruno Lombardo le disait, quand on parle d'inclusion, on peut parler d'une chose très positive pour les personnes. Voilà. Eh bien, regardez, elle a été engagée par le biais de la disqualification. Le rapport de l'ONU, dont Madame Cluzel s'est emparée, qui nous a dit qu'en fait, on faisait rien de bien. Donc je trouve que pour engager le sujet, nous qui sommes les grands artisans de la résistance au changement, de la lutte contre la résistance au changement, elle ne pouvait pas mieux faire. Donc voilà. Et deuxièmement, c'est que la question a été abordée, pardon, je vais être très trivial, mais avec l'idée de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire d'aborder sur une question qui pourrait être une question presque philosophique, de camoufler une question économique. Et donc je pense que là, il y a de l'inacceptable dans l'air. Voilà. La troisième faute, elle est du côté d'une faute éthique. Tous ceux qui ont été un peu formés en tant que soignants savent que la première recommandation et le premier point d'une démarche éthique, c'est ne pas nuire. Eh bien, comment ont été projetées les conséquences des décisions politiques pour les personnes que nous accompagnons? Il ne peut pas y avoir d'inclusion sans inclusivité. Alors c'est Bruno Lombardo qui disait la société est absolument pas prête, qu'il s'agisse de l'école, ça a été évoqué, il est inacceptable qu'on mette en 6e un enfant qui ne sait pas lire au nom d'inclusion. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de la vie sociale. La Covid nous a montré que le plus grand risque pour les personnes vulnérables, c'était l'isolement. Comment aujourd'hui nous adressons-nous aux collectivités locales? Parce que ça, c'est leur sujet. C'est pas que la question de l'État, du département, c'est la question des communes, c'est la question des collectivités de communes. Donc effectivement, on a promu l'inclusion sans penser l'inclusivité. Je pense que c'est un barbarisme, mais bon, voilà. Alors, si on accepte de regarder ces fautes, ces erreurs qui en fait sont des fautes, quelle perspective pour un débat constructif entre les pouvoirs publics et les associations? D'abord, ça a été évoqué, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte du clivage.
d'une vision entre ceux qui ne comprendraient rien à l'inclusion et ceux qui seraient des pros très favorables à l'inclusion. Comme si c'était ça la question. La question n'est pas d'être ni pour ni contre. La question, elle est d'être celle pour l'intérêt des personnes et pour le possible des personnes. Donc, comment envisager ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de sécurité, de protection des personnes, le besoin de soutien de leurs aidants familiaux avec leurs besoins de liberté et d'émancipation. C'est ça qu'on ne sait pas faire, au-delà de nos représentations. Et je vous ai dit, moi, je préside un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap physique. Beaucoup de jeunes militent pour avoir leur appartement et on essaie d'en accompagner un certain nombre. Et je dois dire que pour un certain nombre d'entre eux, ça marche plutôt bien. Avec l'aide de Bruno Lombardo, nous avons créé 9 logements inclusifs, domotisés, puisqu'on est avec des personnes en situation de handicap, dans un quartier qui est fait pour ça. C'est le quartier Humanicité à l'homme. Et en effet, il y avait une cohorte de 15 jeunes qui se préparaient, qui l'avaient choisi. L'accompagnement a fait que, un certain nombre d'entre eux ont dit non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je préfère rester ici. Mais c'était je préfère. Les 9 qui ont choisi de partir en appartement, ça fait 3 ans et ça marche. Mais ça marche parce que c'est une préparation où on a concilié le besoin de sécurité avec le besoin de liberté. Ça, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens de la cité. Il y a un animateur de quartier qui fait le lien entre toutes les personnes. Vous voyez, et donc je pense qu'en effet, comment ne pas se tromper de débat? C'est ça ma question. Et puis, on a fait une enquête au centre Hélène Borel sur les besoins des personnes, en demandant aux personnes ce qu'elles souhaitaient par rapport à un projet architectural. Et les professionnels étaient tous convaincus qu'ils allaient demander l'émancipation, la liberté, etc. Les réponses à l'enquête, c'est la sécurité. Et donc, on voit bien qu'il faut que nous nous méfions de nos représentations et essayer de conjuguer ce que je tente de dire là, sur concilier et réconcilier sécurité et émancipation. Ça nous permettra sans doute de respecter le droit fondamental des personnes, c'est le droit de choisir. Mais pour choisir, il faut une palette suffisamment diversifiée des réponses et avec un accompagnement suffisamment ajusté à chacune des réponses. C'est ce dont nous manquons. Et donc, ça nous met à exiger les moyens nécessaires et à refuser systématiquement tout projet d'inclusion qui ne dispose pas des moyens essentiels. Nous en sommes loin du côté de l'intégration des enfants dans des dispositifs scolaires ordinaires, nous en sommes loin du point de vue de la vie sociale. Et puis, dans le débat avec les politiques publiques, je pense qu'il faut que nous militions pour développer une approche systémique qui relie tous les acteurs. Alors, l'acteur qu'on a le plus de mal à aller rechercher, c'est effectivement la RS, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'une approche systémique? C'est une approche qui relie les pouvoirs politiques dans leur ensemble, quel que soit l'échelon, les aidants familiaux, les personnes concernées et les professionnels. Or, aujourd'hui, où est cette plateforme? Voilà. Et puis, quand on parle d'un bout de la chaîne, je vous dis qu'il faut tenir les 2 bouts de la corde. Eh bien, le second bout de la corde, c'est d'exiger les moyens nécessaires pour que les structures d'accueil et d'hébergement soient en capacité d'accueillir des personnes en très très grande difficulté, en situation de très grande dépendance. Pourquoi est-ce qu'on ne les accueille pas et qu'on se retourne vers le voisin? Mais parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le débat, il est plutôt non pas de lutter contre, mais de lutter pour. Et de lutter pour ces moyens, et de lutter pour être en capacité, effectivement, d'un accueil de qualité, quelle que soit la forme de l'accueil. Ça veut dire ça, accompagner les associations dans des positions suffisamment ouvertes, suffisamment prudentes, suffisamment exigeantes.
La question ne sera plus alors d'être favorable ou pas à l'inclusion, mais de mener le débat nécessaire pour la réussir avec les personnes qui le souhaitent et donner aux autres des conditions, si ce n'est des possibilités d'accueil de qualité conformes à la satisfaction de leurs besoins. Alors je me disais, j'ai relu il n'y a pas très longtemps Comte Sponville, vous savez, le traité d'éthique vertu. Alors il dit, en fait, il faut deux choses. Il faut de la prudence et il faut du courage. Eh bien, je souhaite qu'ensemble, nous trouvions le courage de nous confronter à ces questions et effectivement d'aller à la rencontre et des politiques et de la société civile pour mettre en œuvre ce débat en toute sérénité. C'est comme ça qu'on va avancer. Merci.